L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir les notions de input et de output, qui sont des mécanismes permettant aux composants parents et enfants d'échanger des données. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, vous devez avoir une bonne connaissance des signaux. Pour cela, vous retrouverez sur la chaîne une de mes précédentes vidéos qui traite en détail des signaux. Je mettrai donc le lien de cette précédente vidéo en description de celle-ci. Jusque-là, nous avons appris à créer des composants. Mais quel est l'intérêt de créer ces composants s'il n'est pas possible de leur passer des données pour les rendre dynamiques, ou si ces derniers ne peuvent pas interagir avec leur environnement? Angular nous fournit deux mécanismes pour permettre la communication entre des composants enfants et parents. Nous avons le mécanisme d'input qui permet de passer des données depuis un composant parent vers un composant enfant. Et nous avons le mécanisme d'output qui nous permet de passer des données depuis un composant enfant vers son composant parent. Avant de voir à quoi ressemble tout cela, nous allons faire un petit rappel du data binding. Nous avons vu lors d'une précédente vidéo que lorsque nous créons un composant, ce dernier est constitué essentiellement de trois parties. Donc nous avons la partie template représentant la partie visuelle à l'utilisateur. Nous avons la logique qui est encapsulée dans une classe donnée. Et nous avons tout ce qui représente le style du composant. Donc si nous prenons les schémas que nous avons ici, donc nous avons le composant ici qui représente la partie logique. Nous avons la partie templates et les métadonnées représentent tout ce que nous déclarons dans la partie component ici. Et pour pouvoir faire le lien entre cette partie logique et la partie template, cela passe par le binding. Donc nous avons le property binding qui permet la synchronisation entre les données que nous avons ici et le template, et le event binding qui nous permet d'écouter des événements et de réaliser des exécutions de logique ou de code dans la partie components. Donc c'est ce mécanisme qui permet la synchronisation des données entre ces deux parties. Donc nous parlons de cela parce que les mécanismes d'input et d'output se basent également sur les mêmes principes. Donc si nous nous référons à ce que nous avons ici, donc nous avons le event binding qui nous permet d'écouter l'événement input ici et d'exécuter un code, c'est-à-dire la méthode, de faire appel à cette méthode lorsque l'événement input est déclenché. Et en parallèle, nous avons le attribute binding ici, ou le property binding ici, qui nous permet, lorsque la valeur de notre attribut input type change, que cela puisse se refléter dans la partie template. Donc si nous nous référons également au schéma que nous avons ici, donc lorsque nous prenons une application, cette application est constituée d'un arbre de composants. Donc nous avons le root component qui a sa partie template, et dans ce composant, nous avons d'autres composants enfants avec lesquels le composant parent peut communiquer, et ces autres composants enfants ont eux-mêmes d'autres composants enfants qui sont dans ce cas considérés comme des grands enfants ou des petits-enfants du composant racine. Donc une application peut être représentée comme un arbre de composants, comme c'est représenté ici. Chaque composant constitué de sa partie logique et de sa partie template. Ce qu'il faut noter ici, c'est que par conception, la façon d'échanger des données entre composants se fait de façon unidirectionnelle. C'est-à-dire soit des parents vers des enfants en utilisant le mécanisme d'input, ou soit des enfants vers les parents en utilisant le mécanisme d'output. Donc pour échanger des données d'un composant parent vers ses enfants, on passe par les inputs. Et lors de l'utilisation des composants enfants, donc cela s'apparente, lorsqu'on utilise des inputs, cela s'apparente au property binding lors de l'utilisation du composant. Donc en supposant que nous avons un composant child ici, qui a un input qui permet de lui passer des données depuis son parent. Donc lors de l'utilisation de ce composant child ici, on peut lui passer les propriétés en utilisant le property binding ici. Et inversement, pour pouvoir permettre à un composant de pouvoir envoyer des informations à son parent en passant par les outputs, donc on utilise le event binding ou la notation du event binding que nous avons vu précédemment. Donc c'est ces deux mécanismes qui permettent à Angular de pouvoir permettre aux composants enfants et parents de communiquer. Donc pour pouvoir mettre en place cela, ou voir à quoi cela ressemble dans la pratique, nous allons rendre notre composant que nous avons créé précédemment dans la vidéo d'avant,
dynamique. Donc nous allons mettre en place le mécanisme d'input et d'output pour rendre ce composant dynamique, de sorte qu'on puisse lui passer ces données depuis le parent. Donc au lieu d'avoir des données qui sont statiques dans le composant, on va permettre que ce composant soit dynamique en utilisant les mécanismes d'input et d'output. Donc si nous retournons à notre code actuel, donc nous avons laissé le code dans cet état dans la précédente vidéo. Donc nous avons un composant qui affiche les informations sur un employé. Jusque le composant actuellement ne permet que d'afficher directement une valeur se retrouvant dans la partie logique du composant, c'est-à-dire un de ses attributs, comme on peut le voir ici. Donc l'idée derrière ce que nous allons faire, c'est de pouvoir permettre à ce que ce composant, lors de son utilisation, puisse recevoir ces données depuis son parent. Donc l'idée serait de déplacer, par exemple, cette donnée, au lieu de l'avoir au niveau du composant directement, de l'avoir plutôt au niveau de son parent, qui est dans ce cas app_root, qui est notre composant racine. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose comme ça. Et de pouvoir passer les données à ce composant depuis le parent, vu que ce composant devient un composant enfant de ce composant app_root que nous avons ici. Donc pour pouvoir faire cela, il va nous falloir avoir dans un premier temps une idée de l'interface publique du composant, c'est-à-dire la façon dont nous souhaitons l'utiliser, avant de pouvoir définir les différents éléments. Donc en supposant que nous souhaitons utiliser ce composant, donc je vais faire une copie de ceci. En supposant que nous souhaitons utiliser le composant de cette façon, c'est-à-dire permettre de pouvoir lui passer des données en entrée depuis le parent, en utilisant la propriété, par exemple, employee, donc en faisant quelque chose comme ça, qu'on puisse lui passer ces données. Donc on va passer par les inputs pour pouvoir réaliser cela. Donc il nous faut avoir une propriété employee qui permet de recevoir la valeur que nous avons ici. Et pareil, si nous voulons par exemple refaire sortir des événements pour pouvoir par exemple signifier que une action a été effectuée au niveau de ce composant, donc on peut également définir le output pour pouvoir faire cela. Donc nous allons dans un premier temps réaliser le input et voir comment mettre en place le output, même si cela ne nous est pas vraiment utilisé. Donc pour pouvoir faire cela, avoir cette interface publique, il nous faut déclarer, vu que nous souhaitons passer des données depuis le parent vers l'enfant, il nous faut déclarer une propriété employee qui sera un input dans ce cas. Donc nous devons aller au niveau de ce composant. Donc nous allons commencer ici par créer une propriété qui sera un input. Donc dans ce cas, un input signal comme le nom qui est donné à cette fonctionnalité dans les nouvelles versions d'Angular. Donc en procédant ainsi, notre composant peut maintenant recevoir une valeur input depuis l'extérieur. Donc cela nous permet de pouvoir, depuis ici, pouvoir écrire maintenant ceci. Donc avec ça, on voit que maintenant on peut écrire employee égale à quelque chose. Donc c'est à travers cette déclaration que nous avons fait ici que nous pourrons réaliser cela. Donc on voit que si je mets en commentaire ceci, par exemple, il ne sera plus possible de pouvoir faire cela. Donc on me dit que cette propriété n'existe pas au niveau de ce composant. Donc c'est le fait d'avoir le input comme ça qui nous permet de pouvoir avoir cette notation. Donc il va nous falloir maintenant préciser certains détails au niveau de cette valeur. Donc en créant la valeur de cette façon, ça veut dire que cette valeur peut être soit undefined, soit prendre une valeur. Donc déjà, il nous faut préciser le type et dire que nous souhaitons prendre en paramètre un employé. Mais en procédant de cette façon, ça veut dire que la valeur ici permet de recevoir soit un employé, soit rien, c'est-à-dire undefined. Donc cette valeur peut ne pas être renseignée. Alors que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc dans notre cas, pour pouvoir dire que cette valeur est requise, donc on va utiliser plutôt le require qui est disponible sur l'élément input. Donc il s'agit de cette fonction à utiliser dans ce cas. Donc on va également préciser, comme tout à l'heure, le type.
Et en faisant cela, on voit que la valeur qui peut être prise maintenant est de type employé, contrairement à employé or undefined qu'on avait avant et qui rendait la propriété optionnelle. Donc ça, c'est un premier pas au niveau de la création de notre input. Donc il nous faut maintenant au niveau de notre template ici, réaliser quelques réajustements. Donc ici, vu que notre propriété employé n'est plus directement un employé, mais est au contraire ici un signal d'employé, donc il va falloir ici faire appel au getter du signal pour pouvoir accéder aux valeurs. Donc ici, il me faut remplacer toutes les parties où j'avais employé comme ça. Je dois maintenant les remplacer par des getters d'employés comme ça pour pouvoir effectuer cela. Donc si je fais un save ici, que je reviens là, que je fais également un save, que je retourne dans mon template ici au niveau du app-root. Donc j'ai une erreur parce que cette valeur est maintenant requise. Donc il me suffit de passer la valeur que j'ai ici en tant que valeur d'attribut ici à travers le property binding ici. Donc en procédant de cette valeur, de cette façon, si je retourne là, je vois que j'ai le résultat escompté. C'est-à-dire que j'ai maintenant la possibilité de passer ces valeurs depuis le app component ici, qui est mon composant root, à mon composant fond. Donc en supposant que je veuille modifier la valeur ici, je peux mettre n'importe quelle valeur ici. Et cela sera maintenant dynamique. Donc si je reviens là, on voit que la valeur change. Et cela, on a pu le réaliser en utilisant les input signal ici. Nous allons réaliser une petite factorisation ici. Donc ici, le mauvais côté des signaux, c'est que on doit faire chaque fois appel aux valeurs, au getter pour pouvoir accéder aux valeurs. Et ça, cela entraîne une petite répétition dans le code. Imaginez si nous devons répéter cela 10 fois. Donc on va répéter l'appel à ces getters à chaque fois. Donc pour éviter cela, dans les versions, depuis la version 18 d'Angular, il y a une nouvelle fonctionnalité appelée let qui nous permet de pouvoir déclarer des variables dans le template directement et les utiliser, comme on le ferait dans du JavaScript. Donc au lieu de faire chaque fois appel à ces getters, on peut se passer de cela. Donc on peut déclarer cette valeur, par exemple, une fois, juste là, comme étant une variable. Donc je peux nommer ça, par exemple, employé comme ça, récupérer la valeur et l'utiliser dans mon template. Donc ça m'évitera d'avoir à avoir employé à chaque fois. Donc je peux faire quelque chose comme ça et faire juste emp qui correspond à la valeur de la variable que nous avons là. Ou employé comme ça pour faire la distinction entre les deux valeurs. Donc je peux faire quelque chose comme ça pour éviter de faire à chaque fois appel au getter du signal. Donc si on retourne ici, donc on voit qu'on a toujours le même résultat ou le résultat escompté. Donc ça c'est une petite factorisation que nous avons fait. Là nous venons de terminer avec la tâche qui nous est demandée de réaliser, à savoir rendre le composant dynamique en le dotant d'un input. Maintenant, nous allons voir juste à quoi ressemblent les inputs. Donc ici, nous allons juste faire un petit test et doter le composant d'une fonctionnalité de output. Supposons que nous souhaitons permettre au clic sur le nom de l'employé ici, que nous souhaitons par exemple envoyer vers l'extérieur une information concernant l'employé, par exemple son ID. Donc pour réaliser cela, nous allons doter notre composant ici d'un output. Donc l'idée ici, c'est de montrer comment mettre en place les outputs comme nous l'avons fait tout à l'heure pour les inputs. Donc l'idée serait d'avoir une interface publique qui va ressembler à ça. Supposons que nous souhaitons avoir un événement qui va s'appeler par exemple name click par exemple. De cette façon, et qui va émettre un événement qui va correspondre à l'ID de l'utilisateur sur lequel on a cliqué, dont on a cliqué sur le nom. Donc pour pouvoir faire ça, donc il nous faut retourner encore une fois au niveau de notre composant ici
et définir une nouvelle propriété. Donc en créant cette nouvelle propriété, on va lui donner la valeur output comme ça. Donc cela représente la fonction output qui permet de créer des émetteurs d'événements. Donc en procédant de cette façon, cela crée un output émetteur F qui nous permet d'émettre des événements lorsque quelque chose se produit au niveau de notre composant et qui peut ensuite être écouté depuis l'extérieur. Donc l'idée ici, c'est de mettre l'ID de l'employé à chaque fois que nous allons cliquer sur son nom. Donc ici, nous allons mettre le bon typage et dire que la valeur que nous souhaitons émettre est une chaîne de caractères. Ensuite, nous allons aller au niveau de notre composant et lorsque nous allons cliquer sur son nom, donc nous allons déclencher l'événement en question. Donc pour faire cela, nous allons juste ici dire que nous écoutons l'événement du clic et qu'à chaque fois qu'il y a le clic sur le nom, nous souhaitons faire appel à un callback. Donc on peut dire par exemple en name click, on va créer une méthode qui va faire office de callback au niveau de notre composant. Donc pour le moment la méthode n'existe pas, d'où l'erreur ici. Donc je viens au niveau de mon composant ici, donc j'ajoute la méthode qui va faire office de callback ici. Donc pour l'instant rien de nouveau. Donc je reviens là. Et lorsque je vais cliquer sur le bouton, je souhaiterais réaliser quelque chose. Et ce quelque chose, c'est d'émettre l'événement nameClick vers l'extérieur. Donc il suffit de faire 10. Le nom de la référence de l'émission de l'événement qui nous permet d'émettre l'événement. Et nous verrons que nous avons une méthode emit qui nous permet d'émettre des événements vers l'extérieur. Et dans notre cas, nous souhaitons émettre la valeur correspondant à l'identifiant de l'employé. Donc à nous de voir comment nous souhaitons gérer cela. Vu que la valeur de l'employé est renseignée ici, nous pourrons récupérer cette valeur et les mettre vers l'extérieur. Donc on fera 10.employé qui va correspondre à la valeur de l'employé en question. Et vu que cette valeur est un signal, c'est pourquoi je mets le getter des signaux. Et nous allons récupérer l'ID de cet employé et les mettre vers l'extérieur. Donc depuis l'extérieur, vu que nous avons le nameClick qui est un output, ça nous permet maintenant de récupérer l'événement qui sera émis lorsque nous allons faire appel au emit. Donc pour pouvoir récupérer cette information, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour les outputs, c'est le mécanisme qui permet à un composant enfant de pouvoir envoyer des informations vers son parent, qui est le AppRoot dans ce cas. Donc il nous suffit d'utiliser le event binding qui nous permet dans ce cas d'avoir le nameClick. Vu que j'ai déclaré maintenant un output qui est nameClick, ça nous permet d'avoir ceci dans l'interface publique de ce composant. Donc là, nous allons juste indiquer la méthode que nous souhaitons appeler dans le AppRoot et qui sera exécutée comme callback à chaque fois que cet événement sera déclenché. Donc on peut dire par exemple que la méthode en question sera en nameClick par exemple. Donc nous allons créer cette méthode au niveau de ce composant qui est notre composant route ici. Jusque là rien de nouveau. Donc si on regarde là, donc on n'a rien de nouveau pour le moment. Et qu'est-ce que nous souhaitons faire de cette information? Supposons que à chaque fois qu'on clique sur le nom de l'utilisateur, nous souhaitons juste récupérer les informations dans le parent et l'afficher dans la console. Donc pour faire cela, il nous faut récupérer ces informations, c'est-à-dire l'ID. Donc pour pouvoir récupérer l'information et l'afficher, donc nous avons besoin de faire un console log ici pour afficher cette information. Donc l'information que nous souhaitons afficher, c'est l'ID qui sera passé ou qui sera envoyé lors de l'émission de l'événement ici. Donc pour pouvoir faire cela, il nous faut un moyen de récupérer la valeur en question. Donc Angular par convention ou par design, pour pouvoir récupérer cette valeur, on utilise la constante event de cette façon. Donc ça permet d'indiquer en Angular que récupère
la valeur de l'événement qui est mis lors du déclenchement de nameClick ici. Donc ici, nous avons une erreur parce que notre callback ici, ou notre méthode en nameClick ne prend pas de paramètres. Donc on va dire ici que la valeur passée va représenter pour nous le employee ID et que ce serait une chaîne de caractères. Donc on voit que l'erreur ici a disparu et nous allons afficher maintenant cette valeur dans la console lorsque nous allons cliquer sur le nom de l'utilisateur. Donc je reviens là, je fais sortir ma console et je m'attends lorsque je clique sur le nom de l'utilisateur ici que son ID soit affiché dans la console. Donc si je fais ça, donc j'ai l'ID qui s'affiche. À chaque fois que je fais ça, donc on voit que l'ID est affiché dans la console. Donc c'est de cette façon qu'on peut mettre en place un système de communication pour permettre l'échange entre des composants enfants et parents dans une application en utilisant les inputs et les outputs. Donc c'est ce mécanisme qui peut être utilisé, par exemple, lorsque nous serons au niveau d'une liste d'éléments, lorsqu'on va cliquer sur un élément de la liste, d'envoyer l'ID ou des informations sur l'élément sur lequel nous avons cliqué. Donc nous venons de voir comment rendre un composant dynamique en utilisant la notion d'input et de output. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage. En faisant cela, cela améliore la visibilité de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.